Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Je vais commencer par vous, Monsieur Jean-Michel Garcia, CTO BNP Paribas. Je vais vous donner le micro. Alors, en tant que CTO, donc comment conciliez-vous le besoin d'innover rapidement avec l'IA, tout en assurant la robustesse, bien sûr, des systèmes, mais la sécurité? Allez-y. Bonjour à toutes et à tous. On fait de notre mieux, hein. C'est pas toujours très très simple. Surtout que je pense que ça a été beaucoup dit les derniers jours, le rythme d'innovation s'est accéléré. Et je pense que c'est quand même, je pense qu'on a beaucoup appris des années précédentes et on a eu un track record sur le plan digital qui était parti en 2015-2016 quand il y a eu l'arrivée des néobanques, où on avait beaucoup scinder le legacy avec le monde innovant. C'était un peu l'époque du public cloud. Et je pense que ça a été une erreur assez fondamentale, parce que ça a stretché les systèmes d'information, ça n'a pas permis de moderniser les process. On n'est pas allé jusqu'au bout du geste. Donc je pense que cette fois-ci, à la fois, il y a beaucoup plus de volonté d'adoption de l'IA. Je pense que c'est vraiment une forte volonté. Et je pense que au niveau des directions générales, ça va jusqu'en haut et ça infuse ensuite. Mais de le faire peut-être de manière beaucoup plus pragmatique, avec moins de petites innovations ou de petits business cases, mais beaucoup plus de transversalité par pilier soit de métier, soit de fonction, avec des enjeux de refonte complète de process. Voilà, donc on ne travaille pas que la technologie, on se dit que l'IA va nous permettre de faire les choses qu'on n'avait pas réussi à faire ou jusque-là où on s'était un petit peu arrêté au bord de la route. Et puis, en même temps, il va falloir infuser, vous parliez de sécurité, il y a cette partie sécurité, il y a la partie opérationnelle. L'IA amène, à mon sens, une troisième révolution informatique. Qu'entendez-vous dire par troisième révolution? Déjà, c'est admettre qu'il y en a eu deux. Du moins, dans les banques, on était vraiment arrivé vers des systèmes centralisés type mainframe. Et l'informatique et les banques se sont construits là-dessus. Et ensuite, à partir de fin des années 90, avec les télécoms, avec Internet et avec le monde open, je pense qu'on est allé vers le transactionnel, la rencontre vers les customers, et puis, voilà, tout ce qui a été autour de la téléphonie. Là, on arrive à un troisième moment qui est vraiment une autre manière de concevoir l'informatique, une autre manière de la présenter, qui sera beaucoup moins transactionnelle et beaucoup moins, on va dire, basée sur de l'application et des GUI, mais beaucoup plus sur de l'agentique et de la sémantique. Oui. Et ça amène voilà, une révolution en termes de design et des complexités nouvelles avec la sécurité. Et si en ligne de mire, vous mettez le quantique, alors là, vous avez quand même le tiercé gagnant. Tout à fait. Je vous le fais pas dire. Voilà. Alors, j'ai envie d'entendre l'avis de Monsieur Tarek Akrout, que je resalue, Tarek Akrout de Devoteam. Alors, quelles sont vos convictions par rapport à ce que vous venez d'entendre déjà? L'IA, aujourd'hui, dans le secteur financier, comment vous la voyez? Merci beaucoup. En fait, quand on parle de secteur financier, le métier d'un banquier ou d'un assureur, c'est la gestion du risque. Et les gens qui gèrent le risque ont une appétence envers les algorithmiques très complexes. Et de ce fait-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'IA, j'allais dire, c'est une tentation pour un banquier ou pour un assureur. J'aime bien votre verbiage, appétence, tentation, parce que c'est exactement ça. Parce qu'on le sent tous les jours, hein, en côtoyant en fait nos clients bancaires et assurances. Et c'est vrai que la tentation est là, et cette tentation, elle aboutit parfois à un usage très technologique de l'intelligence artificielle. Et à mon sens, aujourd'hui, il est très tôt de confier le métier du banquier ou le métier de l'assureur à l'intelligence artificielle. Ça viendra peut-être, hein, si faut être, mais on espère que c'est plus tard, enfin le plus
tardivement possible. Mais par contre, aujourd'hui, je pense que le vrai enjeu pour le secteur financier, c'est d'apprendre à fonctionner avec cette machine très puissante. Et cette machine très puissante, aujourd'hui, elle apporte, à mon sens, pour le secteur financier, deux choses. Elle peut apporter un soulagement sur des sujets aujourd'hui qui pressent les gens, justement, les assureurs et les banquiers, qui ont un métier du risque, et donc autour du risque. Et de ce fait-là, c'est vrai qu'ils sont très réglementés, ils sont très contrôlés. Aujourd'hui, il y a un domaine très chronophage dans la banque et dans l'assurance, c'est le domaine de la conformité bancaire ou la conformité prudentielle. On parle de BAL 3, de DORA, de Solvency 2, de tout ce... Et aujourd'hui, ça génère un flux d'activité, un flux de data énorme. Et je pense aujourd'hui l'IA, telle qu'on la voit aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire à quoi ça va ressembler dans 5 ans. Personne je suis incapable de vous le dire, et je ne suis pas médium. Par contre, ce que je vois aujourd'hui, c'est que l'IA peut aider à industrialiser ces process-là et à alléger la tâche aux banquiers et aux assureurs, tout en apportant une fiabilité du traitement. Et peut-être avec l'IA, on arrivera à la première philosophie de la réglementation prudentielle. Quand on fait du risque opérationnel ou du risque crédit ou du risque marché, en fait, on cherche à faire de la qualité du processus bancaire. Mais souvent, sous le poids de la réglementation, on a fait des systèmes qui ne travaillent pas forcément dans le sens de la qualité. Donc on le fait juste pour le faire. Aujourd'hui, je dis avec l'IA, peut-être c'est l'occasion d'activer ces cadres réglementaires pour que ça devienne le référentiel de qualité dans la banque et dans l'assurance. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça passe par un prérequis. C'est, nos collègues l'ont évoqué tout à l'heure, c'est la qualité de la donnée. C'est la démolition des silos. C'est avoir finalement une donnée fiable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le CTO de BNP Paribas, je pense, c'est un des enjeux dans la banque, pour vous, c'est la qualité de la donnée pour pouvoir avoir un usage intéressant de la l'IA. Qualité de la donnée, Tout à fait. justement. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à Madame Marwa Haddad de Odo. Donc, justement, on parlait cadre réglementaire. Comment concilier une innovation rapide, justement, avec des exigences réglementaires strictes afin de rester compétitif? En fait, dans le secteur financier, on ne peut pas parler d'innovation ou on ne peut pas parler de l'IA sans passer par la réglementation et la conformité. Chose qu'on peut faire, c'est comprendre qu'ils ne s'opposent pas. Il faut qu'ils avancent ensemble. Il faut que ce soit un paramètre dès la conception des outils qu'on va faire en IA et ce n'est pas un frein à l'accélération qu'on veut faire. Du coup, l'idée, c'est essayer d'intégrer un peu les équipes juridiques ou compliance dès le début, dès les phases de conception, mais que ça soit une transformation agile qui prend en considération dans toutes les phases, dès la conception, ces notions. Et on parle beaucoup de compliance par design, parce que si on part des règles qu'on a, de la réglementation et des règles de compliance, on peut aller vite tout en respectant toutes les guidelines qu'on a. Mais gardez en tête que c'est pas un frein, ça peut être un accélérateur si on prend en considération dès le début de l'implémentation de nos solutions IA. Merci beaucoup. Ma prochaine question pour Sissalah Zidi. Donc, Sissalah, vous êtes directeur de recherche chez Neoledge. J'aime bien le jeu de mots, Knowledge, Neoledge. Voilà. Justement, la data, une analyse de données structurée et non structurée, devient possible avec efficacité aujourd'hui, justement, grâce au nouveau modèle de l'IA. Qu'est-ce que vous avez à dire? Exactement. Bon, je vais partir du cadre réglementaire parce qu'effectivement, ça peut être un point de départ. Moi, je suis aussi en même temps professeur en IA. Donc, j'enseigne à l'université, je suis directeur de recherche au sein de Knowledge. On travaille beaucoup de l'IA et à un moment, on est un peu stoppé par tout ce qui est, nous, on appelle par le jargon technique,
l'explanabilité de l'IA. Donc, XAI, donc ça nous pose un petit souci. Et la première solution de tout ça, c'est le cadre réglementaire. Donc, le secteur où il y a un cadre réglementaire, pour nous, c'est notre terrain. Ça nous donne plus de sécurité qu'on va proposer des choses qui sont conformes. Et donc, ça ne pose pas un problème d'explanabilité. Donc, je reviens à il y a essentiellement 4 points pour que l'IA, elle nous donne plus de confiance sur une évolution technique très intéressante. Premier point, vous savez, sur la pyramide de l'information, on passe d'une information brute vers traitement de l'information, c'est l'informatique classique, et avec l'IA, on arrive à un retour d'expertise ou knowledge. Donc, le knowledge, il est possible d'être simple, divulgué par l'IA. Et avec les gros modèles, on arrive plutôt à la sagesse de la machine. Et de là, donc, on devient très capable, avec ces gros modèles, ces nouveaux modèles, de faire une analyse des données non structurées. Auparavant, on avait l'analyse de données structurées avec tout ce que vous connaissez, statistiques et tout ça, donc pour avoir une projection, pour se projeter, pour donner une prédiction. Et dans le secteur financier, c'est très important de savoir demain qu'est-ce qu'il y aura. Donc, d'une part, pour bien gérer le risque et surtout détecter s'il y a des problèmes, des fraudes, s'il y a des non-conformités dans les dossiers, mais aussi donc pour savoir si on est bien sur ce qu'on va faire. Actuellement, avec les modèles IA actuels, on est très bien, on peut faire même l'analyse de données non structurées. Je parle en toute connaissance de cause qu'on travaille sur des modèles pour l'analyse de données banque, mais aussi assurance, mais aussi collectivité. Et on remarque quand même des performances très utiles pour se projeter. Parce que, tout simplement, l'IA, elle a 2 points intéressants. La première, c'est la capacité de généralisation. Et la prédiction, elle peut prédire à partir de l'historique. Deuxième point, c'est l'importance des données. Et le secteur financier, il a suffisamment de données, et ces 2 données utiles, très utiles. Et donc, le gasoil de l'IA aujourd'hui, c'est les données. Ça nous simplifie aussi la vie, sans doute, et ça nous rend plus utile à donner un retour d'expertise très fiable. Donc, avec tout ça, moi, j'ai beaucoup de confiance à ce qu'on peut faire avancer les choses dans le secteur IA plus que d'autres secteurs. Ça vient aussi l'automatisation des process, parce que les tâches répétitives, pour l'IA, c'est quelque chose qui peut être, je dirais, automatisé facilement avec des modèles, même des modèles simples, sans aller vers des gros modèles LLM, Large Language Model, ou des modèles Deep Learning. Très bien, très clair, très concis, comme le professeur que vous êtes. Ma prochaine question va vers Madame Sonia Barka, déléguée générale ATIC. La question va être simple. Alors, l'intégration de l'IA. L'intégration de l'IA. Déjà, est-ce que vous pratiquez? Est-ce que vous avez des agents IA? Est-ce que, au quotidien, comment ça se passe chez vous? Merci. Moi, je représente l'ATIC, donc l'Association tunisienne des investisseurs en capital. C'est une association professionnelle qui fédère les acteurs du capital investissement actif en Tunisie, les SICA et les sociétés de gestion de fonds d'investissement. Je ne suis pas dans le métier au quotidien. Justement. Donc, mais par rapport aux craintes, vision, que les investissements, exactement. C'est chez vous aussi, Oui. en quelque sorte. Oui. Donc, on met notre argent. Aujourd'hui, l'IA pointe le bout de son nez. Oui. Des gens peuvent voir l'opportunité, d'autres peuvent voir autre chose. Oui. Elle va impacter notre mode de financement parce que l'IA va nous permettre d'aller là où le financement classique ne va pas. C'est-à-dire qu'elle va changer une approche, c'est-à-dire basée en approche de financement traditionnelle, basée sur des garanties historiques, notamment des états financiers, pour aller vers, avec des analyses prédictives, d'aller vers l'investissement dans une potentielle croissance, dans un potentiel de croissance. Donc, l'IA va financer, elle va détecter des signaux faibles par rapport à une possibilité, à une potentielle réussite de projet ou d'investissement
financement de projets d'investissement là où l'humain ne peut pas détecter. Et donc là, c'est une avancée très importante. Exactement. Et on passe d'une approche de financement par constat à une approche de financement basée sur les prédictions. Et il y a également un impact sur l'accompagnement dans la mesure où on n'est plus dans une posture de pourvoyeur uniquement de financement, mais de partenaire dans la transformation des entreprises. Par exemple, un investisseur en capital qui finance une entreprise, que ce soit dans l'agriculture ou l'industrie, à un moment, il va injecter de nouveaux fonds propres pour l'acquisition de solutions ou de technologies pour lui permettre de rester compétitif. Il y a également l'enjeu par rapport aux compétences, c'est-à-dire les talents. Nous, à ce stade, c'est vrai que dans nos pays, notamment en Tunisie, on a un talent pool qui est très intéressant avec des ingénieurs de très grande qualité, mais l'enjeu actuellement, c'est de les retenir. Et comment les retenir? C'est-à-dire financer des pépites et financer des success stories inspirantes qui permettent aux jeunes et les ingénieurs de financer à partir de la Tunisie et non pas rester uniquement des consommateurs purs de technologies importées. D'accord, donc c'est une opportunité aujourd'hui pour ceux qui veulent investir, c'est de mieux investir. Exactement. Excellent. Mais il y a aussi un impact qui est beaucoup plus, c'est dans le cheminement, dans la manière d'investir, que ce soit à partir du sourcing jusqu'à la phase d'exit. Si vous voulez, on peut en parler tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, Merci. sûrement. Alors, bien évidemment, je vais converger vers Monsieur Foued Khoueja, CTO de la STB. Les banques aujourd'hui, elles ont l'opportunité d'être meilleures, passez le micro s'il vous plaît, elles ont l'opportunité d'être meilleures, de proposer de meilleurs services, de mieux comprendre leurs clients afin de mieux les servir, n'est-ce pas? C'est pas plutôt une opportunité, ça devient un must. Donc, je pense qu'on est passé d'un nice to have vers un must to have, donc actuellement. Donc, et ça peut être vu au niveau des différents use cases qu'on a traités durant l'année 2025, que ce soit à travers l'entrée en vigueur de la nouvelle norme pour les chèques. Donc là, on était obligé de faire des calculs de score donc, pour l'octroi des carnets de chèques pour nos clients. Aussi, voir la nouvelle circulaire de la Banque centrale 2025-08 qui va se baser essentiellement sur une modélisation de données. Donc, et de fait, au niveau de la circulaire, donc, parmi les sujets qu'on est en train de voir de près, donc, c'est la gouvernance data. Donc, c'est un sujet de taille, actuellement au niveau des banques. La data revient toujours. Certainement. Donc, dire gouvernance data, c'est un sujet actuellement, donc, j'ai entendu les interventions des panélistes, et ça devient un sujet très critique. Et ça va changer même notre vision en termes de DSI, en fait, au niveau du système d'information. Actuellement, donc, nos systèmes d'information au niveau des banques, donc, quelque part, ils doivent se transformer en profondeur. En fait, la vision au niveau des systèmes d'information pour les data, c'est une vision centrique. Et actuellement, donc, l'évolution future, donc, on doit parler de points de vérité. Donc, la data et l'IA, et les modèles analytiques ne vont pas consommer seulement les données, mais ils vont devenir des points de vérité pour alimenter davantage nos systèmes d'information. Et ce qu'on est en train de voir de près. En fait, actuellement, donc, il n'y a pas une séparation réelle entre le système d'information, la couche data et la couche digitale. C'est un mix, en fait, qu'on est en train de le voir. Donc, actuellement, les systèmes d'information utilisent des API qui sont construites sur des data pour fournir des résultats plus pertinents. Et on voit ça donc à tous les niveaux, sur la chaîne de valeur de nos productions. Que ce soit sur le plan commercial et même au niveau des back-office, on voit ça essentiellement sur le volet conformité et sur le volet gouvernance de la banque même. Donc, les trois axes de défense, les trois axes de contrôle, le contrôle premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, ils nécessitent autant de data
déjà pour faire face à cette quantité de données qu'on est en train de collecter. Donc, on est en train de collecter avec nos historiques au niveau des banques tunisiennes, donc une quantité de données énorme. Et c'est la même chose au niveau du secteur bancaire à l'échelle mondiale. Donc, maintenant, comment on peut traiter au meilleur nos données, que ce soit pour faire des contrôles et des outils d'intelligence artificielle qui nous aident à détecter des fraudes. Donc, déjà, il y a pas mal d'outils actuellement au niveau des banques qui sont en train d'être mis en place pour faire ça. Que ce soit au niveau de la chaîne de valeur qui part du frontal au niveau du commercial pour proposer de nouveaux produits à nos clients, des produits de plus en plus adaptés. Donc là, lorsqu'on a travaillé quelque part sur ce qu'on appelle les parcours clients, l'open innovation, le design thinking à un certain moment, donc on s'est aperçu préalablement, c'était à peu près en 2016-2017. On s'est aperçu là qu'il y a, même si on segmente nos clients, et on détecte au niveau de nos clients ce qu'on appelle un client particulier, un client corporate, un professionnel, mais même au niveau des clients, au niveau d'un seul segment client, il y a des moments de vie qui ne sont pas les mêmes. Donc, et du coup, donc, on s'est posé les questions suivantes. Est-ce que réellement, lorsqu'on met ce qu'on appelle un parcours client, et on ne tient pas à des moments de vie, donc, qu'est-ce qu'on peut offrir aux clients? Justement. Donc, voilà. Donc, l'expérience client, on va y revenir tout à l'heure. Il y a encore de la matière. Je vais revenir vers monsieur. Bah oui. Je vais revenir vers monsieur Jean-Michel Garcia. Donc, justement, aujourd'hui, si je vous dis hallucination risk, si je vous dis intégration de l'IA générative, vous me dites quoi? Ben, je me dis que ce n'est pas complètement fait encore. On est loin d'un résultat où on aura 100% des process complètement opérés par de l'IA, du moins dans l'environnement bancaire. Je suis d'accord quand même avec vous là-dessus. Oui, le risque d'hallucination, il est encore très prégnant. Après, les agentiques... Est-ce qu'on peut déjà expliquer ce que c'est? Parce que peut-être certains de nos invités aujourd'hui prennent connaissance de ce terme-là tout de suite. Qu'est-ce que le hallucination risk? Pour moi, il est de deux ordres. Hein. Le premier, c'est qu'à un moment donné, vous allez demander à une IA, et là on parle d'IA générative, justement, et il faudra peut-être le mettre en regard d'une IA qui est très... mais qui est une IA très modèle renforcé, et qui est présente dans la banque, par exemple, depuis 40 ans. Ça fait 40 ans que les banquiers, ou du moins les structures les fonctions, font des modèles renforcés pour faire du scoring de risque, pour faire de l'analyse de fraude. Et heureusement que ça ne vient pas sortir que de maintenant, quoi. Mais sur de l'IA générative, la problématique, c'est que votre IA, selon un input que vous le donnez, elle peut vous raconter n'importe quoi. Justement. Donc si ce n'importe quoi, vous en faites comme un paramètre de données d'entrée sur un autre système, vous rentrez n'importe quoi dans l'autre système. Et le système étant potentiellement le rendu au client. Donc c'est un problème. Et le deuxième problème, c'est pas de l'hallucination, mais c'est une dérive. C'est-à-dire la répétabilité, ça veut dire potentiellement, ça ne va pas dire deux fois la même chose. C'est un peu gênant. Alors, je suis tenté de dire que l'hallucination, c'est vraiment quelque chose qu'on peut corriger. Il y a des manières de le corriger. La répétabilité, c'est plus difficile, mais en même temps, l'humain n'est pas complètement répétable non plus. Donc, vous aviez des personnes que vous appeliez au téléphone, c'est pas des robots non plus. Enfin, je veux dire, justement, c'est ce qu'on veut. Donc, celui-là, je le trouve qu'il sera plus facile à analyser. Et puis, c'est audité. Mais je pense que dans les banques, c'est vraiment pas le but là, à court moyen terme. Je ne sais pas quel sera à long terme, mais à court moyen terme, c'est surtout pas de remplacer les employés en fait. Hein. C'est ce qu'on veut, c'est augmenter les employés, faire qu'ils aient la puissance de. Très important. Voilà, c'est vraiment. Je pense que c'est vraiment ça. On veut qu'ils puissent faire beaucoup plus de choses. C'est vrai qu'ils ont un poids. Différemment peut-être. Différemment, je vais revenir là-dessus, mais c'est vrai qu'ils ont un poids régulatoire qui est quand même voilà, c'est vraiment c'est une industrie extrêmement régulée, la banque ou les assurances, mais surtout la banque quand même. Et donc ça doit aider à soulager et à faire des choses certainement de plus de valeur et de plus de qualité. Et après, ça doit permettre
au client, au customer, de rentrer dans une phase, ce que vous indiquiez tout à l'heure, d'ultra personnalisation. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils veulent qu'on réponde extrêmement bien à leurs besoins et leur besoin n'est pas le même d'un jour à un autre. Oui. On est très sensible, du moins moi je sais que chez BNP Paribas, on est extrêmement sensible à ne pas analyser en profondeur la donnée de nos clients. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait. Donc l'ultra personnalisation, C'est elle doit se important à faire par savoir. le haut et par l'interaction et non pas par le déposit de data, quoi. Excellent, excellent. Alors, je vais revenir à Sissa Lahzidi avant de revenir vers Sita Hakrout. Monsieur Salah Zidi, aujourd'hui, on parle transformation des métiers financiers, justement. Transformation grâce à l'IA. Comment s'opère cette transformation? Quelles sont les opportunités, peut-être, que peuvent voir, que ce soit les institutions et les individus, dans cette opportunité? Oui, effectivement, donc comme tout autre secteur ou métier, mais encore plus le secteur financier, moi je vois il est plus apte à être un peu transformé, bah, surtout en termes de métier. Le métier de financier, c'est effectivement, comme il a dit Sitar Raklout, c'est la gestion du risque. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, on doit commencer par un point très important, c'est que aujourd'hui, on est en train de développer les réglementations pour l'IA. Pour l'Europe, c'est l'IA Act. Donc, on doit rester conforme à l'IA Act. Donc, déjà, l'IA ne doit pas donner une décision. Elle Un doit, petit mot peut-être sur elle l'IA doit Act assister. C'est un cadre réglementaire européen Voilà. justement, qui va être en vigueur en 2026, donc fin 2025-2026. Et qui existe, est-ce qu'on doit justement suivre ce cadre réglementaire à l'utilisation de l'IA pour garantir, je vous ai parlé tout à l'heure de l'explainabilité de l'IA, l'interprétabilité de l'IA. Donc, tout connaisseur de l'IA, peu n'importe sa position, il ne peut pas vous dire demain on aura quoi avec l'IA, déjà, de 1. Et de 2, ce qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas garantir le résultat. Et c'est pour ça qu'on a l'hallucination, donc on a cette petite probabilité d'aléatoire quoi sur les réponses de l'IA. Et donc c'est pour ça il n'est pas répétitif parce que on a en quelque sorte des poids synaptiques dans un modèle neuronal et après on ne sait pas à la sortie est-ce que à 100% on aura le même truc et encore plus pour les grands modèles et les large language models, donc on ne peut pas les maîtriser. Et donc je reviens sur la transformation. Malgré tout ça, on sait que dans la gestion du risque, actuellement, donc on a par exemple les KYC. Donc on peut, au moins, malgré qu'on ne va pas prendre la décision par l'IA, on va donner une assistance à la prise de décision pour vérifier la conformité ou la non-conformité, pour détecter les risques, pour détecter s'il y a un risque sur un dossier ou sur un projet ou sur n'importe quelle donnée à l'entrée d'un système IA. Et même si les données ne sont pas structurées sous forme de base de données, un dossier textuel, donc un texte, et sur ça, je peux analyser et j'ai la capacité de dire à l'utilisateur, de dire au décideur que, attention, il y a peut-être quelque part une non-conformité. Avec ça, il y a les tâches répétitives d'un financier ou d'un banquier. Il y a même le et on sait très bien que avec les modèles, je dirais simples par rapport aux modèles NLP, modèles LLM, les modèles Deep Learning, qui ne sont pas simples, qui ne sont pas vraiment simples, parce qu'on a un modèle aussi complexe, mais par rapport au LLM, il est simple et elle est un peu, je dirais pas maîtrisée, mais au moins sur un modèle de classification, on peut juste dire que conforme ou pas conforme, ou avec une probabilité donnée, et les conformes ou pas conformes. Sur les tâches répétitives, donc par exemple, nous on propose un outil de classification de documents pour typer le document et pour aiguiller les documents vers les services qu'il faut. C'est une tâche répétitive et qu'on sait très bien l'accuracy, la précision de l'IA dessus, elle peut être très intéressante, c'est-à-dire si on parle de 98%, on n'est pas loin d'un pourcentage humain manuel. Donc on n'a pas de risque de faire des erreurs plus que l'humain et même peut-être plus performant. Mais avec ces performances, comme j'ai dit, si on garde cette conformité
comme l'AI Act, on va garantir que ça reste une aide à la décision, c'est pas une prise de décision. Tout à Donc, fait. le métier, oui, ça se transforme avec l'IA parce qu'il elle va remplacer un peu ou va aider l'utilisateur et son métier de gestion de risque, elle va s'améliorer avec un facteur qui est vraiment un facteur automatique, mais on sait Oui. sa force. C'est pas l'algorithmique classique, simple. Comme j'ai dit, donc dans la pyramide, on est vraiment sur la sagesse, quoi. Même pas le retour d'expertise uniquement. On arrive aux sagesses malgré ce facteur aléatoire. Et donc, certes, avec un calcul de scoring sur un dossier, on peut ajouter un retour d'expertise avec l'IA et ça transforme le métier. Excellent. Excellent. Merci beaucoup. Si Salah. Alors, je vais passer à Madame Marwa Haddad. Alors, des cas pratiques peut-être de chez vous, de ce que vous voyez, donc, notamment chez Odo. Comment ça se passe avec l'IA? Comment ça se passe? En fait, l'arrivée de la Generative AI nous a beaucoup aidé à identifier. Depuis quand déjà, à peu près? Ça fait combien de temps que vous... Ça fait longtemps qu'on a commencé à travailler sur les premiers projets data. Moi, j'ai rejoint le groupe en 2018 et j'étais sur les premiers projets. Mais avec la GenAI, tout a changé. Et vu que c'est la GenAI, elle est plus intuitive, plus facile à utiliser, plus accessible à tout le monde, on arrive à mieux cerner le besoin, mais à mieux expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA. Et du coup, on a et ils ont compris que un peu, je parle des équipes avec lesquelles on est en train de travailler parce que moi, je suis dans la partie data innovation, mais nos clients, c'est un peu les financiers en face. Et on arrive maintenant à leur expliquer qu'on peut faire beaucoup de choses avec l'IA, contrairement avec ce qu'on appelle maintenant un peu l'IA, même si j'aime pas beaucoup le terme l'IA traditionnel. Qui était plus compliqué, c'est plus difficile à expliquer que ce qu'on peut montrer avec la GenAI, avec les GenTech AI, avec tout ce qu'on peut faire actuellement avec la révolution qu'on a. Et qu'ils arrivent maintenant à comprendre que c'est pas une tendance qui va passagère, qu'on va juste vivre quelques années après ça va disparaître. C'est plutôt une révolution qui va changer tout notre quotidien dans le contexte professionnel. Et du coup, on a de plus en plus de use cases pratiquement dans tous les départements. Nous, on est plutôt une banque d'investissement, mais tu le vois dans l'investissement, dans le marketing, la banque privée, dans tous les départements qu'on a, on a des demandes et de l'IA qui réapparaît comme un pilier d'innovation dans le business, mais également des solutions, d'autres demandes de solutions d'implémentation d'agents et de solutions de chatbot sur tout le niveau, dans tous les secteurs, que ce soit les métiers de front ou bien les métiers du support comme la juridique, compliance. On voit tous les use cases possibles avec l'IA. Très bien, excellent. Je vais aller à Madame Sonia Balka. Tout à l'heure, je vous ai interrompu. Vous étiez sur le deuxième point. Vous alliez parler d'un deuxième point. Et je vous laisse sur votre lancée. Ok, merci. Donc, je voulais justement, par rapport au métier du capital investissement, on se pose souvent la question comment elle va impacter l'IA, le métier du capital investissement. Et à mon avis, l'IA ne sera pas un outil additionnel ou un outil supplémentaire. Elle va totalement changer le rôle. On parle de changement. Donc. Oui, elle va totalement changer le rôle de l'investisseur en capital. Elle va impacter toute la chaîne du capital investissement, du sourcing jusqu'à l'exit, en passant par les due diligence et les valorisations et l'exit. Donc, par rapport à l'investissement, l'investisseur, donc ça va être un investisseur plus pertinent, plus stratégique et plus rapide. Un investisseur, il a deux situations. Soit une entreprise
qui fait appel à l'intelligence artificielle. Donc, c'est des entreprises pour lui plus compétitives et plus performantes. Et donc, c'est des entreprises qui vont intéresser les investisseurs en capital. Soit ils seront intéressés d'investir dans l'intelligence artificielle en elle-même. Donc, et là, on peut avoir tous les secteurs qui sont adossés à l'intelligence artificielle, qui sont actuellement dans le viseur des investisseurs en capital en Tunisie, notamment via les fonds d'investissement spécialisés. Donc on parle d'investisseurs augmentés. Exactement. Je Oui, ne c'est sais le pas si mot. je viens de créer Oui. le terme. Hein. Exactement, Ça c'est vient de l'investisseur augmenté. Ouais. Et on va plus on va plus financer l'IA pour l'IA, mais on va investir dans l'IA qui va améliorer la qualité de vie des citoyens et qui va contribuer à la croissance économique, notamment pour faire face aux défis de nos pays du Sud, qui sont l'eau, l'énergie, l'environnement, la mobilité, la santé. Donc, c'est un rôle très important et il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Ensuite, il y a au niveau des due diligence, une nécessité de consulter un volume énorme de documents, et là l'IA va permettre d'analyser en quelques minutes ce qu'on mettait des semaines à analyser. Donc c'est un gain de temps énorme. Les équipes d'investissement vont mieux s'impliquer dans le suivi du modèle stratégique, dans la gouvernance de l'entreprise, améliorer la gouvernance, et puis dans la vision à long terme de l'entreprise. Il y a également un impact qui est le plus intéressant, c'est au niveau du suivi et de la gestion des entreprises en portefeuille. C'est-à-dire que le suivi opérationnel sera en temps réel. Oui. On ne sera plus dans l'attente de rapports trimestriels. Donc, ça va permettre de mieux gérer le risque, de rectifier les erreurs en temps réel et de ne pas réagir après coup. Donc, ça va permettre au niveau de l'opérationnel de faire des gains de réduire les pertes. De faire des gains d'améliorer les coûts, les prix, la compétitivité. Donc, on dit souvent que l'IA elle est réservée aux grandes entreprises. Et là, c'est totalement le contraire. Donc, elle va donner aux PME des outils et des possibilités qu'elles n'auraient jamais eues auparavant. Oui, tout à fait. Exactement. Donc, on est sorti avec un terme, donc investisseurs augmentés, et aussi participation, contribution à la croissance économique, parce qu'on aide les gens à mieux gérer et on conseille nous-mêmes, on conseille mieux les gens. Oui. Je vais aller vers Monsieur Tarek Akroud de Devoteam et je vais dire 3 lettres qui constituent un seul mot. Up. N'est-il pas temps? On va parler up. Oui. Alors, dites-nous tout. Le sujet du hub, c'est un sujet intéressant. D'ailleurs, c'est le thème de ce forum, en fait. Hein. Un hub de compétences, parce que je pense que on a parlé beaucoup de data et de tech, mais l'IA, c'est un couple tech-humain, en fait. Et ce qu'il faut voir, c'est que on peut se rassurer mutuellement s'il faut être, mais je pense que l'IA pour le secteur financier, c'est un point de rupture. Ce n'est pas une transformation. Est-ce que nos panélistes sont d'accord sur ce point? Le dernier point de rupture que j'ai en tête, je ne suis pas très vieux, mais quand même. On a tous 20 ans, c'est date de 40, le reste, c'est des années d'expérience. Dans la banque, date de 40 à 50 ans. C'était l'arrivée des réseaux de télécommunications. La majorité des banques que vous voyez sur la place, à la base, c'était des banques régionales ou des banques locales qui ont fusionné dans des réseaux régionaux, qui ont fusionné dans des réseaux nationaux et qui sont devenus des leaders internationaux. C'est un point très, très important qui a changé, malgré que la réglementation est toujours là, mais le métier a bougé. Ce qu'on faisait dans une agence, aujourd'hui on le fait au central. Ce qu'on fait maintenant au central, demain on va le faire dans une banque digitale.
Donc en fait, c'est un point de rupture pour l'homme en fait. Et donc il va nécessiter l'évolution de l'homme par rapport à cette transformation qui va être très très majeure dans le secteur financier. C'est pour ça, pour s'en sortir, il faut être en groupe, il faut activer, enfin pour gagner l'intelligence contre l'intelligence artificielle, moi je crois beaucoup à l'intelligence collective. La fameuse. Si on est intelligent collectivement, on va gagner. Et collectivement, ça veut dire qu'il faut mettre les intelligences les unes à côté des autres, d'où la notion du hub. Et d'où de la position aujourd'hui de mon pays, c'est la richesse de la Tunisie aujourd'hui, qui est au carrefour de la Méditerranée, et qui a la chance d'avoir cette attractivité économique pour des acteurs internationaux, pour pouvoir finalement capitaliser. Moi, je cite mon expérience aujourd'hui chez Devoteam, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 70 ingénieurs qui capitalisent sur des expériences des banques du Middle East, des banques européennes, des banques africaines. Et Sifoued, il le sait très bien, que je mets à disposition de nos banques tunisiennes. Donc, quelque part, on est dans l'interaction culturelle et dans l'interaction humaine et dans l'interaction technologique. Je vous ai dit, on peut même mettre un benchmark. Tout à fait. Donc, en fait, aujourd'hui, pour le secteur financier, la transformation, elle est technologique, mais surtout humaine. Et la transformation humaine nécessite de jouer collectif et de partager ses expériences. J'espère qu'on relèvera le défi avec un hub tunisien spécialisé dans l'IA et spécialisé dans la finance. Justement, un hub tunisien qui peut-être montrera le chemin à nos amis de la Méditerranée, du contour méditerranéen, qui peut-être peuvent penser localement. On dit toujours think local, act global. Nelson Mandela, il dit une chose dans la continuité de ce que vous venez de dire. Seul, on va vite. Ensemble, on va loin. Voilà. Donc c'est très important d'appliquer le 1 + 1 = 3 que je dis toujours. Alors, Sifoued, vos recommandations pour le futur. Comment vous voyez le futur avec tout ça? Quelles sont vos recommandations localement et encore une fois, d'une manière plus more global? Voilà. Bon, on ne connaît pas ce qui va se passer dans le futur, donc... C'est pour ça qu'on cherche les recommandations. Oui, dans une année, qu'est-ce qui va se passer donc, même dans 6 mois, s'il faut. Même dans 6 ça va très vite. Ben, ça va très vite quand on ne sait pas comment faire. Donc, je rebondis juste sur ces Tarek. Ben, effectivement, actuellement, donc, on est en train de vivre des moments de rupture par rapport au niveau des banques. Rupture par rapport à la manière de faire, rupture par rapport à comment on est en train d'agir, et même on va vivre quelque part une rupture par rapport à notre business model. Donc actuellement, donc, les banques doivent se poser des questions réellement, madame, aujourd'hui, sur leur avenir. En fait, est-ce que le business model aujourd'hui développé par les banques, il tient? Il ne tient pas. Il tient, mais est-ce qu'il tiendra encore? Voilà. Combien de temps? Je ne pense pas qu'il va tenir donc, jusqu'à peut-être 1-2 années. Donc, par la suite, on sait rien. Actuellement, donc, on est sur des sujets donc, de plus en plus complexes. D'où le défi qu'il faut relever. Ouais, exactement. Donc, en plus, il faut poser des questions autour aussi du capital humain au niveau des banques. Donc, en fait, le social, c'est un facteur donc, primordial au niveau des banques. Et, disons, augmenter l'employé par des modèles IA, mais augmenter en quelque sorte, on va diminuer le nombre des employés au niveau des banques. Oui. Donc, ça va poser des questions beaucoup plus graves. Donc, actuellement, au niveau des banques, donc, développer actuellement avec peut-être un hub, se mettre en collaboration avec des fintechs, des startups, donc ça va poser des questions. Même, oui. je pense que les startups aujourd'hui, donc, ils vont jouer un rôle primordial dans, disons, le business model des banques et dans les produits qui vont être proposés aux banques. Justement, voilà. les hubs, ça aide à poser des questions, et justement, et les startups, c'est les réponses. C'est elles qui donnent les réponses. Merci beaucoup. Alors, je vais m'adresser à Monsieur Jean-Michel Garcia. Vos recommandations, votre vision pour le futur? Moi, alors, je suis pas si pessimiste que ça sur le. Enfin, je veux dire,
Il a été réaliste. Hein. Voilà. La rupture, je la vois pas. Enfin, ouais, je suis fondamentalement aligné sur la notion de rupture, même si je suis vraiment, pour le coup, très, très en ligne avec ce que vous disiez sur les télécoms et sur les opportunités que ça avait donné. Ça, Oui. c'est clair. Non, moi, je pense qu'il faut bien s'organiser. Il faut prendre Voilà. faut prendre son temps un peu. Je veux dire, ça va très vite peut-être, mais ça va très vite et ça change tellement que de temps en temps, faire un pas de côté et bien analyser la situation, c'est aussi essentiel. Je pense que, enfin, il y a vraiment un très gros buzz sur l'IA, c'est certain, mais les LLM, ça ne crée pas l'intelligence pour l'instant, hein. Ça manipule, ça amène des fonctions Oui. cognitives très fortes, mais ça n'amène pas l'intelligence. Je pense qu'il va y avoir un énorme retour sur les modèles. Je pense qu'on va réinvestir sur les Je suis modèles. parfaitement d'accord. Ouais. Et pour l'instant, on n'a pas percé le mystère du physique. Donc, et le physique, c'est l'humain. Donc, je pense que la vraie évolution, c'est quand on va interagir dans nos business, entre les boîtes, entre les entités, les activités, les écosystèmes, réellement au niveau de l'humain, quoi. Et l'intelligence, elle se situe là, finalement. Justement. Et donc, je pense que oui, la prochaine grosse rupture, ce sera après celle-là, comme on a connu avec l'e-commerce, où finalement la révolution à l'Internet n'a abouti sur rien, jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui lui permette d'aller encore plus loin. À mon sens, il nous manque encore cette petite brique qui révolutionne pour le coup notre manière d'agir et nos business. Très bien. Et je pense qu'il faut la mettre à profit, c'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut bien s'organiser. On a parlé, Voilà. je pense, pendant les 2 jours, on a parlé beaucoup de mise en commun de moyens, de planification. C'est maintenant qu'il faut le faire. Merci beaucoup. Toujours l'humain dans le cœur de toutes les batailles. Et d'ailleurs, il y a deux intelligences artificielles qui se penchent en ce moment sur la cartographie du cerveau humain. Et elles ont fait en quelques semaines ce que la recherche humaine sur le même cerveau a fait en plusieurs dizaines d'années. On évolue et on découvre des choses grâce à l'IA, justement pour remettre l'humain au cœur. Peut-être un dernier mot, des recommandations? Je dirais la recommandation pour les plus jeunes qui sont dans la salle, c'est il faut se lancer dans l'apprentissage, l'usage, et il faut se réinventer en fait. Et c'est le challenge pour l'humain, quel que soit le secteur financier ou autre. Oui. Et qu'est-ce que vous diriez peut-être aux moins jeunes, pour garder le terme jeune? Les moins jeunes, en fait, ils capitalisent sur une base d'informations intéressante. Donc l'expérience, en fait, L'usage. c'est ce qui manque à l'IA. Voilà. Et pour le moment, L'expérience. c'est les plus anciens qui l'ont. Donc c'est il faut priceless. capitaliser dessus. Tout à fait. C'est ça, là, Zidi. Oui, en fait, Vos recommandations. la première recommandation, d'ailleurs la plus importante, c'est plutôt n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce qu'au départ, on a commencé à imiter l'être humain dans l'intelligence artificielle. Donc, on essaye d'imiter l'intelligence naturelle et surtout humaine. La seule différence, c'est que, justement, et je suis tout à fait d'accord, l'humain, avec l'intelligence collective, il évolue. Oui. Et malgré cette évolution rapide, grâce à cette intelligence collective, l'IA aussi, on est en train de penser à une intelligence incrémentale. Donc, vous entendez parler aujourd'hui de l'ACI, l'Agent Context Engineering. Donc, c'est une technologie, l'IA incrémentale, c'est une autre technologie qui sont encore une fois en train d'imiter, pas uniquement l'intelligence humaine, mais plutôt l'évolution de l'intelligence humaine. Donc, vous pouvez imaginer demain un système IA qui va évoluer avec ses erreurs et qui va corriger ses erreurs automatiquement et qui va évoluer donc, comme on fait en tant qu'être humain. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est le mot de Monsieur Salah Zidi. Oui, c'est très important parce que, qu'on le veuille ou non, l'humain a peur rien que parce que c'est un changement. Après, ça évolue petit à petit. Après, il commence à faire son SWOT et à faire les opportunités tout en gardant un petit œil sur les menaces. Alors, Madame Malo. J'enchaîne avec un peu la même idée, mais hier, on avait l'IA. Aujourd'hui, on a la GenAI
c'est déjà là, c'est déjà instauré dans nos outils qu'on est en train d'utiliser, dans nos quotidiens. Il est en train de changer profondément notre façon de faire dans le contexte professionnel et personnel. Et du coup, pour le futur, il faut l'idée, en fait, la question clé, comment on s'adapte rapidement et facilement au changement. C'est-à-dire pas que les jeunes, même les enfants, apprenez vos enfants à s'adapter rapidement au changement. Et ça va impacter tout le monde. L'évolution est très rapide. Excellent. Alors, dernier mot, Madame Sonia Barka, de la TIC. Oui, brièvement, je pense que l'IA... Rassurez nos investisseurs, s'il vous plaît. L'IA représente aujourd'hui une opportunité historique pour les startups tunisiennes et les PME de percer à l'international, de devenir plus compétitives et de s'internationaliser. Et je pense que le capital investissement doit et peut, il peut et doit jouer un rôle de moteur dans cette transformation. Excellent. Donc, on va pas dire main dans la main, on va dire main dans le serveur avec l'IA pour faire pour aller pour un cap, un vrai cap vers le succès. Merci à nos panélistes. C'était le panel IA et secteur financier. Quels enjeux de transformation. Merci pour la valeur ajoutée.